missiles iraniens ont pu percer le dôme de fer de façon assez significative. Le fait que les Américains n'aient pas déjà intervenu montre qu'il y a hésitation de la part de Donald Trump. Bonjour à tous, bonjour chers abonnés d'Omerta. On se retrouve pour une émission d'actualité sur le conflit Iran-Israël. L'Iran aurait lancé près de 400 missiles balistiques et 1000 drones contre Israël depuis le début du conflit, touchant notamment un hôpital à Beersheba. Cette frappe constitue-t-elle un tournant dans le conflit en termes d'escalade ? Alors oui, effectivement, cette frappe de ce matin qui est intervenue, je crois, à 7 heures, heure locale, qui est la résultante d'une trentaine de missiles balistiques lancés par l'Iran, non pas en pleine nuit comme ils le font d'habitude, mais au moment de début de la journée, et qui a frappé en effet cet hôpital, détruisant un bâtiment. Alors le bâtiment, dit-on, avait été évacué, mais ce qui est intéressant, c'est que symboliquement, c'est un hôpital qui servait à soigner les soldats blessés à Gaza. Donc de la part de l'Iran, évidemment, il y a un message clair derrière. Il y a aussi un message important, c'est-à-dire que les frappes dans leur ensemble depuis 5 nuits ont diminué en termes de nombre, mais elles ont augmenté en termes de précision et elles ont aussi révélé des nouveaux missiles dans l'appareil militaire iranien. Notamment des missiles balistiques qui, visiblement aujourd'hui, ont de moins en moins de difficultés à percer le dôme de fer, les 3 couches du dôme de fer, et ont de plus en plus de précision. Il y a aussi un missile qui a atteint ce matin le centre de Tel Aviv, détruisant un immeuble. Il y a de plus en plus de dégâts au sol sur, en particulier, les infrastructures civiles. Difficile d'évaluer quels sont les impacts sur les infrastructures militaires israéliennes, puisqu'il y a un blocus total médiatique. La zone de Haïfa, par exemple, est interdite aux journalistes. Bref, c'est très difficile d'évaluer l'impact des dégâts. Même les vidéos qui peuvent être prises à droite à gauche sont éliminées. Donc c'est une couverture très difficile à établir. On ne peut pas tout à fait savoir quel est le résultat des frappes iraniennes. Ce qu'on sait en revanche aussi dans l'autre sens, c'est que les Israéliens ont été très très redoutables pour atteindre leur cible sur le territoire iranien, détruisant tout partie des 2 principaux centres d'études atomiques qui sont celui de Natanz, historiquement celui d'Ispahan, mais pour le moment s'avérant incapable de détruire celui de Fordo, le plus récent, le plus nouveau, dans lequel pourraient se trouver les fameux 400 kg d'uranium enrichi, également dans lequel se trouvent les RC9, c'est-à-dire la dernière génération de centrifugeuses. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le programme nucléaire iranien, pour le moment, c'est difficile d'évaluer s'il a été abîmé, s'il a été touché par les frappes israéliennes. En revanche, les frappes israéliennes ont été très très efficaces de par la maîtrise quasi totale du ciel au-dessus de l'Iran. Un paramètre également que je rappelle, mais qui est très important, c'est la taille de l'Iran, 1,6 million de kilomètres carrés par rapport à la taille d'Israël, évidemment beaucoup plus petit. Et donc on se trouve face à un déséquilibre qui permet aux Iraniens de viser un peu toujours les mêmes endroits avec une concentration de tirs, tandis que, évidemment, pour Israël, c'est beaucoup plus difficile de trouver l'endroit où se trouvent les silos d'où partent les missiles balistiques et d'intercepter aussi les camions qui peuvent justement déployer les missiles balistiques à partir de leurs remorques. Voilà. L'ambassadeur israélien en France affirme que les Américains sont prêts à attaquer immédiatement et que les avions sont déjà sur place. Une intervention militaire donc américaine contre l'Iran semble plus que jamais imminente. Pourtant, Donald Trump temporise encore, attendant une issue diplomatique sur le nucléaire. Est-ce que cette posture d'attente, elle est tenable alors que le risque d'embrasement régional s'accentue de jour en jour ? Alors, elle est tenable à partir du moment où la supériorité israélienne dans ce conflit
dans tous les domaines ou presque, reste total ou presque total. Là, ce qu'on a remarqué, c'est d'abord, comme je l'expliquais dans ma réponse à la première question, les missiles iraniens ont pu percer le dôme de fer de façon assez significative, causant beaucoup de dégâts et montrant certaines faiblesses dans le système de défense israélien, et en particulier dans les missiles qui viennent justement frapper les projectiles venus d'Iran. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine fragilité, et je pense que si Israël est amené à manquer de missiles, à montrer justement des signes d'essoufflement, à ce moment-là, je pense que les Américains sont derrière pour intervenir. Pour le moment, ils interviennent pour aider Israël à déjouer les missiles balistiques iraniens, mais c'est assez difficile pour eux de le faire. En revanche, ils ont déjà ravitaillé en vol des avions israéliens, donc la grosse machine américaine est là. L'USS Nimitz est arrivé sur zone, avec aussi un danger, si l'escalade se poursuit, que les Iraniens puissent, avec leurs missiles balistiques, frapper ce porte-avions. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Donc, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump, lui, de son côté, est toujours persuadé qu'il pourra, in fine, obtenir un deal sur le nucléaire iranien. Il a montré quand même des signes de nervosité, semblant diriger l'opération, utilisant des nous assez indéfinissables. Est-ce que ça voulait dire les Israéliens? Est-ce que ça voulait dire les Américains? Est-ce que ça voulait dire les deux ensemble? Notamment à destination, ces messages à destination du guide suprême Ali Khamenei, expliquant qu'ils savaient parfaitement où il se trouvait, qu'ils avaient décidé de ne pas le tuer pour le moment, grâce à l'intervention de Donald Trump. Tout ça montre qu'on est vraiment dans un moment où, en fait, le fait que les Américains n'aient pas déjà intervenu montre qu'il y a hésitation de la part de Donald Trump. L'hésitation réside dans une chose principale, c'est pas le désir de Donald Trump finalement d'éliminer le guide suprême et potentiellement d'opérer un changement de régime en Iran qui le retient, mais c'est la base de Donald Trump, les raisons pour lesquelles il a été élu. Donald Trump est élu sur un programme anti-guerre, est élu sur un programme de paix, d'obtention de la paix. Il a tenté de le faire de façon très insistante en Ukraine, il n'y est pas parvenu. Il a tenté aussi de le faire à Gaza et d'obtenir la libération des otages, il n'y est pas parvenu non plus. Donc Donald Trump fonctionne par frustration, et voyant que finalement le terme des négociations pour lui a presque abouti, il sera évidemment peut-être tenté d'embarquer son pays dans une nouvelle aventure militaire, en sachant quand même qu'à domicile, il y en a qui l'attendent au tournant. Steve Bannon, qui était son conseiller de communication pendant longtemps, a expliqué que pour la base de Trump, c'était non. Également Tucker Carlson, qui explique qu'il ne pense pas que l'Iran représente une menace pour lui et pour le monde occidental. Bref, vous avez des Trumpistes chevronnés qui, derrière, attendent le président au cas où celui-ci déciderait de s'engager aux côtés d'Israël dans cette guerre. On vient de parler de la posture de Donald Trump. De l'autre côté, Vladimir Poutine souhaite se présenter comme un médiateur entre Israël et l'Iran en s'appuyant sur ses liens historiques avec les deux pays. Est-ce que cette posture, selon vous, est-elle viable ? Alors, la position de Poutine, on le sent, est quand même très en retrait. Il propose une médiation, il se dit allié de l'Iran, mais on ne sent pas dans le discours notamment et dans les questions auxquelles il a répondu de la part de journalistes hier qu'il est prêt à s'engager aux côtés de l'Iran de façon encore plus significative. On sait que la Russie a depuis longtemps fourni de l'armement à l'Iran, mais ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que ce n'est pas l'armement russe
qui aujourd'hui est le plus efficace contre Israël. Il s'agit du programme de balistique iranien. L'Iran est véritablement un pays de missiles. Il a tout misé sur cette arme, sur les drones aussi, mais là, ce qui est le plus visible, c'est son programme de balistique. Depuis 20 ans, l'Iran travaille là-dessus et c'est des missiles produits par les Iraniens et non pas une exportation de matériel venant, une importation de matériel venant de Russie. L'Iran n'a pas signé le même type d'accord que la Corée du Nord a fait avec la Russie. La Corée du Nord a un accord de coopération mutuelle, d'entraide, qui implique justement le fait que si un des deux pays est agressé, l'autre interviendra, et ce qui a justifié la présence des soldats nord-coréens à Koursk, le fait que la Corée du Nord ait donné des millions d'obus à Poutine pour mener sa guerre en Ukraine. Donc on est dans un cadre de coopération mutuelle qui n'est pas le même pour l'Iran. Il faut noter aussi que l'Iran n'a pas demandé expressément l'aide de la Russie dans ce conflit, en tout cas pas pour le moment. Donc du matériel, oui, un soutien, oui. En tout cas, c'est plus, voilà, potentiellement intervenir pour obtenir de la part, pour faire pression sur les Iraniens, peut-être pour obtenir la paix, pour les faire revenir à la table des négociations. Ça, c'est possible que Poutine agisse de cette façon, puisque on sait qu'ils ont eu cette discussion avec Trump, et que Trump, je le dis, croit encore en son accord sur le nucléaire, croit encore que pacifiquement, il peut mettre un terme au programme nucléaire iranien. Donc il est possible que les deux se coordonnent à cet effet pour obtenir un deal global. On sent bien que derrière cette affaire iranienne, quand on a vu ce qui s'est passé en Syrie, le changement de pouvoir en Syrie était véritablement destiné, je vais dire de façon pratique, à permettre aux avions israéliens de survoler le territoire de la Syrie pour aller frapper l'Iran. C'est évidemment, c'était compliqué de le faire avant. Au moment où il y avait un pouvoir hostile qui était celui de Bachar el-Assad. Là, on a vu Ahmed al-Shara expliquer que le ciel de Syrie était ouvert pour les avions israéliens et que, au contraire, voilà, il tenterait de maîtriser les missiles iraniens, ce que font aussi les Jordaniens et ce que font les Saoudiens. Donc clairement, le domino syrien dans cette histoire a servi à ce qu'Israël puisse mener mieux ses frappes et mieux mener sa guerre contre l'Iran. Donc potentiellement, on en avait parlé au moment de la chute de Bachar el-Assad, on avait dit également que la Russie perdrait ses bases. Ça n'a pas été le cas. Elle a toujours ses bases à Tartous, du côté de Latakia. Ça veut dire qu'elle a conservé son emprise en Méditerranée orientale et tout ça me semble vraiment très coordonné entre Trump et Poutine, probablement. Sachant qu'il y a d'autres acteurs, hein, il y a les Chinois aussi derrière. Mais je pense qu'il y a eu une sorte de partage du monde, un petit peu, qui se fait dans l'optique d'une guerre froide 2.0, avec des négociations, avec des discussions, avec des gens qui se parlent, avec des gens qui s'affrontent économiquement aussi, mais qui ont pour objectif d'essayer, on va dire, de réduire leurs conflits et de faire en sorte de ne pas les multiplier. Donc Trump est un peu, pour revenir à lui et pour conclure, est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que s'engager aux côtés des Israéliens, s'engager fermement, s'engager officiellement, pour lui est un vrai problème, parce que c'est en contradiction totale avec le message qu'il tente d'apporter et ce qu'il a démontré, c'est-à-dire cette volonté à tout prix de faire la paix depuis le début de son mandat. Pour en revenir au programme nucléaire iranien, Israël affirme vouloir le stopper. Pourtant, le site ultra sensible de Fordo n'a pas été touché et reste opérationnel. Comment on peut expliquer ça ? Écoutez, il n'est pas imaginable que les Israéliens n'aient pas prévu que Fordo serait difficile à anéantir avec le type de bombe dont ils disposent.
On sait, c'est de notoriété publique et ça a été plusieurs fois expliqué que pour détruire ce type de site, enterré sous une montagne, on va dire peut-être à plus de 60 mètres de profondeur, avec un coffrage réalisé en béton, peut-être le béton le plus dur qu'il existe sur la planète. Il y a une seule bombe qui peut faire ce travail, c'est la GBU-57. Cette GBU-57, elle se présente comme une bombe de 14 tonnes qui ne peut être portée que par 2 exemplaires par appareil, par les B-2, à raison de 2 exemplaires par appareil, par les B-2, les avions furtifs, les bombardiers furtifs américains. Donc ça veut dire que c'est, voilà, il y a toute une logistique, il y a tout un ensemble à imaginer pour pouvoir opérer ces frappes. Ça peut évidemment faire partie des négociations parce que à l'intérieur de Fordo se trouvent les centrales de dernière génération, se trouvent peut-être potentiellement les quelques 400 kilos d'uranium enrichi obtenus par l'Iran et qui lui permettraient, si cet enrichissement dépasse les 80%, de confectionner une bombe atomique, mais même en l'état de faire ce qu'on appelle une bombe sale, c'est-à-dire une bombe ultra polluante, en tout cas en termes de radioactivité, et qui pourrait causer évidemment beaucoup de problèmes à tout envahisseur de l'Iran. Elle pourrait être utilisée, elle peut être utilisée contre une ville, tout est possible, tout est imaginable. En tout cas, les Iraniens ont ce stock quelque part, on ne sait pas où. L'Iran a toujours adhéré au traité de non-prolifération signé en 1969 par un certain nombre de pays. Avant-hier, au Parlement, il y a eu une discussion sur le retrait de l'Iran du TNP, donc du traité de non-prolifération. Ça signifierait que le programme nucléaire iranien, il n'y a plus de caméras, il n'y a plus rien. L'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale pour l'énergie atomique, n'a plus aucune visibilité sur ce que font les Iraniens. Donc tout est possible, voilà, tout est possible. Maintenant, sur Fordo, c'est aussi une manière pour les Israéliens de faire pression sur les Américains pour leur dire venez avec nous parce qu'il n'y a que vous qui vous pouvez le faire. Tout ça est en discussion en ce moment, c'est un énorme coup de poker, un énorme pari qui est fait par Benjamin Netanyahou et également par Donald Trump pour les raisons qu'on a expliquées juste avant. Très bien. Merci Régis pour cette analyse du conflit entre l'Iran et Israël qu'on va suivre de très près. Merci à vous, chers abonnés d'Omerta, de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission d'actualité.